Nous terminons cette journée du Forum Entreprises, Territoires et Métiers 100% numérique avec la conférence Le numérique, c'est pour les geeks, animée par Mélissa Cotin, donc en visio, Mélissa Cotin qui représente l'association Estime Numérique. Aujourd'hui, le numérique fait vraiment partie intégrante de notre quotidien, aussi bien dans notre sphère privée que dans notre sphère professionnelle. Et plus on avance dans les années et plus le numérique prend énormément de place, encore plus depuis cette crise sanitaire qui nous a un peu tous impactés. C'est depuis mars dernier où deux clans se sont un peu affrontés entre ceux qui étaient plutôt numériques et ceux qui l'étaient pas. Et on a bien vu qui a gagné au final. Donc le numérique a énormément de place dans nos quotidiens, dans notre vie, et plus on avance dans le temps et plus ça prend de l'importance. Si je fais un petit focus sur le monde professionnel, le numérique s'intègre dans maintenant tous les domaines d'activité. Je prends un exemple qui semble plutôt éloigné. L'agriculture aujourd'hui est de plus en plus connectée. On utilise le numérique pour faciliter le quotidien et faciliter les rendements des agriculteurs. Par exemple, sur la localisation de son pâturage. On utilise beaucoup de robots potagers, par exemple, aussi pour faciliter les rendements dans des cultures. Le numérique a un fort impact, en tout cas, sur les domaines d'activité et sur tous les domaines d'activité. Je prends cet exemple de l'agriculture parce qu'on aurait tendance à penser que c'est un secteur qui n'est pas forcément innovant, et pourtant, si. Autre exemple, la santé. Alors, la santé est un secteur hautement connecté. On est déjà rendu à parler de chirurgie à distance et d'utilisation des robots, en tout cas de la robotique pour des interventions très délicates, puisque aujourd'hui un robot ne tremble pas, n'a pas de faiblesse, et ça permettrait en tout cas d'arriver, d'intervenir et de procéder à des opérations très complexes. Donc le domaine de la santé est de plus en plus connecté avec les robots intelligents, avec les objets connectés, avec la digitalisation du parcours patient, etc. Autre sujet, la ville intelligente. On le voit, nos logements sont de plus en plus pareil. On parle de connectés, on parle même de voitures autonomes, des éclairages urbains intelligents pour réduire la consommation électrique. La réalité virtuelle ou l'hologramme pour faire des visites à distance, etc. Le numérique s'inscrit dans nos villes, s'inscrit dans le domaine de la santé, dans le domaine médical, mais s'inscrit aussi dans l'éducation. On le voit aujourd'hui encore plus avec la crise que l'école à distance a intégré, le numérique s'est intégré dans notre quotidien avec l'école à distance. La réalité virtuelle aussi, il y a énormément d'expérimentations pour utiliser la réalité virtuelle à usage pédagogique. Vous avez notamment aussi des outils pour apprendre avec Scratch, par exemple, pour apprendre aux enfants le code informatique. Donc pour faire assez simpliste, tech et tous les domaines d'activité pourraient terminer par tech. On parle même de civitech autour de la citoyenneté, comment on utilise aujourd'hui la technologie au service de la citoyenneté, au service de la démocratie. Donc il y a vraiment une arrivée en masse des nouvelles technologies dans l'ensemble de la société et dans l'ensemble de l'économie actuelle. Donc forcément, l'arrivée en masse du numérique fait qu'on a énormément aujourd'hui d'emplois et de besoins en compétences techniques. Ça, ce sont des chiffres qui sont sortis avant la crise sanitaire, donc il serait peut-être à remettre à jour en positif ou négatif sur début 2021. Mais en tout cas, ces chiffres sont sortis en fin 2019, où on estimait 900 000 emplois vacants dans le numérique à horizon 2020. Vraiment à l'échelle de l'Union européenne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de compétences numériques pour répondre aux besoins des marchés et pour répondre aux besoins de la transformation numérique des entreprises. Si je prends un exemple très simple, en Bretagne, nous avions en 2019 3700 postes non pourvus en Bretagne, et on a à peu près deux tiers des entreprises qui considèrent être en manque de talent et en pénurie de talent. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un secteur qui grossit très vite, qui monte en puissance, et les organismes de formation, en tout cas les diplômés, ne permettent pas de suivre la forte demande qui ne cesse que d'accroître depuis des années. Autre chiffre intéressant, et les deux sont à mettre à peu près au même niveau, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Alors forcément, un chiffre qui est renforcé par la question du numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous formons
sur des métiers qui pourraient être supprimés ou qui pourraient ne plus exister ou qui pourraient avoir évolué. Le numérique fait qu'aujourd'hui, la partie métier arrive au second plan. On voit des métiers qui évoluent tous les 6 mois, qui arrivent tous les 6 mois en fonction des demandes. Donc, il y a vraiment cette question de apprendre à réapprendre, de territoire apprenant. Ce sont des termes qui arrivent de plus en plus dans les sujets. L'inclusion numérique aussi, mais en tout cas, voilà, la question du fait que les métiers aujourd'hui n'existeront peut-être plus demain, en tout cas, ou auront peut-être évolué dans leur forme originelle. Forcément, face à ce constat-là, les recruteurs intègrent cette donnée-là et mettent au second rang les compétences techniques, donc les hard skills. Par contre, les compétences comportementales, donc toutes les compétences que vous avez liées au comportement et à votre personnalité, prennent beaucoup plus de place aujourd'hui auprès des recruteurs, comme la réactivité, l'écoute, l'agilité, etc. Et la capacité d'adaptation, le travail en équipe. Ce sont même des compétences qui deviennent en top priorité pour les recruteurs, au vu du fait que les compétences techniques évoluent très vite. Donc, il y a beaucoup d'études qui le montrent qu'aujourd'hui, une entreprise est prête à prendre du temps pour former à ses compétences et à ses processus techniques. Mais par contre, il y a une assise à avoir, c'est-à-dire c'est des compétences comportementales. Donc vraiment, l'idée, le numérique bouscule un peu la manière de penser, la manière de consommer, la manière de produire et la manière de travailler, mais aussi la manière de recruter. Donc il y a vraiment aujourd'hui un secteur qui prend énormément d'importance, qui bouscule nos manières de faire en fait, et qui ne cesse que d'ouvrir des possibilités à un champ des possibles extrêmement large. Rapidement, si je donne quelques grands exemples de métiers dans le numérique, parce que là, voilà, je vous ai parlé de compétences, on a plusieurs domaines d'activité qui s'en ressortent sur les métiers du numérique, entre le support, la programmation, l'infrastructure réseau, la data, tout ce qui est autour de l'analyse des données, le consulting, donc conseil, expertise conseil, la communication, la création, le management d'équipe. Tout ça, ce sont des domaines d'activité dans lesquels renferment d'autres métiers et des métiers très particuliers ou très pointus. Pour faire assez simple, on a à peu près 820 intitulés de poste pour décrire les métiers du numérique. Donc, c'est extrêmement large, c'est extrêmement vaste. Et donc, en termes d'opportunités d'emploi, on est vraiment assez bien lotis. Et pourtant, si on regarde les chiffres la répartition femmes-hommes dans les métiers du numérique, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de femmes. En tout cas, c'est un secteur qui est très peu féminisé par rapport à d'autres secteurs. Un exemple tout simple, on a à peu près 28% de femmes dans le secteur du numérique, tous métiers confondus en France, alors que dans les autres secteurs, on est plutôt à 46,8%, tous secteurs confondus. Donc, on a vraiment un secteur qui manque de femmes, où les femmes peinent à aller dans ces métiers-là. Au-delà de la pénurie des talents qui est sur toute personne, on a vraiment aussi une filière qui a du mal à se féminiser. Rapidement, si on regarde les chiffres sur ces 28-30% de femmes, la majorité des femmes occupent des fonctions dites support, c'est-à-dire le marketing, les ressources humaines et l'administration. Et on a à peu près que 15% des femmes qui occupent des fonctions dites techniques sur des compétences dures, c'est-à-dire du développement, de la production et de l'exploitation. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un besoin d'amener un peu plus de femmes sur des fonctions moins support et beaucoup plus technique. Hop, c'est bloqué. Autre chiffre qui malheureusement est un peu défaitiste, mais après on espère que ça changera dans le temps. Sur les femmes qui sont aujourd'hui qui occupent des postes dans la filière numérique, on a plus de la moitié des femmes qui quittent leur fonction à mi-carrière, environ à 10-15 ans, pour des raisons de sexisme, de charge mentale, de difficulté à articuler les temps de vie, etc. Et puis, un autre chiffre qui est sorti très récemment, c'était fin 2019, une étude de GenderScan qui montre qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui est fait pour féminiser la filière et faire qu'on ait un peu plus de femmes dans la filière numérique,
le nombre de femmes diplômées de la tech continue de baisser. On a un vrai recul entre 2013 et 2018, c'est-à-dire on a moins de 6% de femmes diplômées de la tech. Donc, il y a énormément d'efforts aujourd'hui pour sensibiliser au numérique, amener des femmes dans le numérique, et puis aussi un secteur qui se digitalise. Et plus on avance dans le temps, et moins on a de femmes qui occupent des fonctions, en tout cas qui considèrent que le numérique peut être une opportunité professionnelle. Donc, il y a vraiment des chiffres aujourd'hui qui sont complètement deux mondes un peu qui s'affrontent entre le fait qu'on ait besoin de beaucoup de compétences dans le numérique, et puis à côté de ça, une filière qui a tendance à pas se féminiser ou très peu se féminiser. En tout cas, des difficultés à attirer des talents féminins. Donc l'idée, c'est un peu de revenir pourquoi ces questions-là, parce que si on revient sur l'histoire du numérique, on a quand même des femmes qui ont eu qui ont eu un rôle à jouer assez important dans ce qu'on connaît aujourd'hui du numérique. Donc l'idée, c'est de vous en donner quelques noms, de passer rapidement sur ces exemples de femmes, et puis demain, quand vous pourrez reparler du numérique, de pouvoir aussi vous rappeler ces femmes-là. C'est aussi notre rôle de pouvoir valoriser des femmes qui ont été pionnières dans l'informatique. La première, c'est Ada Lovelace, qui elle, a travaillé qu'on considère comme la première programmeuse ou programmatrice, hein, le terme est encore à définir, dans le numérique en 1815, donc à peu près plutôt en 1840. Donc, Ada Lovelace était passionnée par les mathématiques et les sciences, et à l'époque, il faut savoir que ces domaines-là étaient réservés aux hommes. C'était des secteurs, en tout cas une éducation qui était réservée aux hommes. Donc les mathématiques et les sciences n'étaient pas faites pour les femmes. Les femmes qui étaient de classe aisée étaient plus, on leur enseignait surtout l'art, la littérature, toutes les métiers autour toutes les compétences autour de ces questions artistiques. Et pourtant, Ada était assez bonne en maths, assez bonne en sciences, était passionnée par ces secteurs-là, et donc elle a pu acquérir des connaissances et des compétences dans ces domaines-là. Et puis elle a travaillé assez rapidement sur... alors pardon, j'ai des notifications qui apparaissent et qui me perturbent un petit peu, que je n'arrive pas à enlever, mais c'est pas grave. Et donc du coup... Ada a pu travailler sur, sur les travaux de Charles Babbage, qui est l'inventeur de la machine analytique, qui est un peu l'ancêtre de l'ordinateur. Donc, il y a encore de longues années avant l'arrivée de l'ordinateur comme on le connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, Ada a pu travailler sur ces travaux-là, et elle a vu toute la potentialité ou tout le haut potentiel de la machine analytique, et a pu y intégrer des croquis, des notes qui en fait seront utilisés pour concevoir le premier ordinateur un siècle plus tard. Donc on considère Ada comme la pionnière dans l'informatique, puisque au-delà de la machine analytique, elle y a vu toute la puissance et tout ce qu'on pouvait y faire en y ajoutant des chiffres, des lettres, pouvoir faire vraiment créer l'interaction entre l'homme et la machine, si je puis dire. Une autre femme qui est aussi importante, et moi que j'apprécie beaucoup par son parcours, c'est Hedy Lamarr. Et en plus parce que aujourd'hui on utilise tous, je suis sûre tous et toutes, sa technologie. C'est Hedy Lamarr, elle était connue comme star montante et étoile hollywoodienne, considérée comme la plus belle femme du monde. Moi, j'aime bien l'exemple d'Hedy Lamarr, puisque en fait, elle est tout le cliché qu'on peut avoir sur les femmes, c'est tu peux pas être belle et intelligente. C'est assez simpliste ce que je veux dire, mais c'est un peu cette idée-là. Et pourtant, Hedy Lamarr a aussi voulu contribuer à l'effort de guerre, et donc a travaillé sur un système novateur de communication pour les torpilles. Donc, c'était vraiment travailler sur le saut de fréquence et faire en sorte que les torpilles ne soient pas détectées par l'ennemi. Et donc, elle a pu travailler sur ce brevet-là, vraiment sur un système émetteur et récepteur de la torpille qui permettait de changer de fréquence de transmission pour ne pas être détectée par les ennemis. Et puis, en fait, à l'époque, lorsqu'elle a présenté ses travaux, elle n'a pas du tout été prise au sérieux. Encore pire, on lui a même demandé d'utiliser ses talents d'actrice pour aller collecter des fonds pour contribuer à l'effort de guerre. Et donc, c'est que des années plus tard où 20 ans plus tard, son invention a été déclassifiée et puis est sortie des archives et a été utilisée par les forces militaires américaines sur la baie des Cochons de Cuba.
Et ce principe en fait de transmission est toujours utilisé et donnera naissance en fait au système de communication sans fil Bluetooth et Wi-Fi tels qu'on les connaît à peu près aujourd'hui. Donc vraiment, Audi Lamar a été pionnière sur la technologie Wi-Fi et elle est complètement tombée dans les oubliettes. On l'a un peu remise au second plan. Grace Hopper, donc j'essaie d'aller vite pour essayer d'aller sur la partie respecter le temps des 45 minutes. Grace Hopper, elle, a été pionnière sur la partie plus vulgarisation et standardisation des technologies et du code informatique. Il faut savoir qu'à l'époque, le code informatique, c'était pas très, très sexy. On passait son temps à coder avec des 0 et des 1. Et Grace a voulu que cette matière-là soit beaucoup plus accessible pour le plus grand nombre et donc a essayé de travailler sur un langage qui se rapprochait plus du langage anglais. Et donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait, de pouvoir écrire le code informatique ressemble à des phrases, eh bien, on a Grace Hopper qui a fortement contribué. Et donc, elle est à l'origine d'un langage qui s'appelle le langage COBOL, qui est encore très utilisé aujourd'hui et qui est un des premiers langages qui était beaucoup plus facile d'accès. Et donc, elle est aussi, pour la légende, alors la légende dit qu'elle est aussi celle qui a créé le mot bug informatique par rapport à une expérience qu'elle a pu vivre et dans laquelle elle a été la première à citer ce mot bug. La dernière que j'aimerais vous présenter, c'est Margaret Hamilton, donc un peu plus récente et qui, elle, a travaillé sur la mission Apollo et sur tout le système embarqué pour la navigation et l'alunissage. Donc, elle a vraiment travaillé sur tous les algorithmes nécessaires pour cette mission de haute importance. Et pour la petite histoire, étant à l'époque jeune maman, et forcément cette mission-là ne pouvant pas attendre des mois et des mois, elle emmenait sa fille avec elle au travail et ça a été très décrié, mais évidemment, je pense que n'importe qui aujourd'hui peut avoir une mission comme celle-ci et de cette ampleur-là. Et c'est par vents et marées à quand même concilier vie pro et vie perso. Et donc, Margaret Hamilton a travaillé sur le système, les algorithmes et sur le système embarqué pour la navigation et l'alunissage. Et même qu'à l'époque, au moment de l'alunissage, tous les voyants se sont mis un peu au rouge, etc. Il y avait trop d'informations pour l'alunissage. Et donc, c'est son système qui a permis, en tout cas, de prioriser les tâches et faire que la mission se déroule bien et que, en tout cas, l'opération soit une réussite. Et donc, c'est pareil, il a fallu attendre à peu près 27 ans, si je ne me trompe pas, 27 ans après son départ de la NASA pour qu'elle ait une distinction de l'Agence spatiale pour ses contributions scientifiques. Donc, il a fallu vraiment presque 30 ans pour qu'elle soit reconnue et qu'on lui dise un peu merci pour tes travaux dans ce domaine-là. Si on reprend un peu les chiffres sur à quel moment on a eu une inversion de la tendance, en fait, avant, la filière informatique était considérée, en tout cas les filières techniques et l'informatique étaient considérées comme des métiers de secrétariat, de calculatrice, etc. Et donc pas forcément des compétences plutôt liées à la bureaucratie qu'à des compétences telles qu'on le connaît aujourd'hui sur la partie développement. Un chiffre qui est intéressant, le dernier, entre 1979 et 1980, les femmes occupaient environ 30% des fonctions techniques des métiers du numérique. Si je reprends une des premières slides, on est aujourd'hui à 15%. Donc, ce chiffre a été divisé par 2 en 30 ans, en plus de 30 ans. Donc, les femmes étaient pourtant avant vraiment en majorité, représentées en majorité dans les fonctions techniques et dans les filières d'ingénierie. Et puis, arrivé dans les années 80-84, est arrivé aussi les micro-ordinateurs, donc les ordinateurs personnels dans les foyers. Et en fait, toute la publicité ciblée et stéréotypée autour du geek, du jeu vidéo, de l'informaticien, etc. Et donc, ça a un peu… et puis, forcément, aussi des métiers qui ont pris de leur importance, qui ont évolué, qui a fait que ça a attiré beaucoup plus d'hommes et que les femmes ont abandonné cette filière-là de manière assez brutale. Donc, on a vraiment un décrochage assez brutal de nombre de femmes dans les filières techniques. Puisque en fait les hommes ont vu cette filière comme prestigieuse et comme des opportunités de carrière, syndrome un peu de pouvoir,
et donc laissant un peu les femmes au second plan. Juste rapidement, quelques exemples tirés d'archives sur la publicité à l'époque et la promotion des micro-ordinateurs. Donc, chercher les erreurs. Hein. Donc, on est vraiment sur le jeu vidéo, 2, l'adolescent avec l'enfant avec son papa. Mais à aucun moment il y a une représentation féminine dans ces publicités. Donc, la publicité ciblée vraiment orientée masculin fait que les ordinateurs ont tout principalement été aussi fournis à des garçons qui ont aussi pu avoir accès à ces compétences-là et forcément ayant un impact sur les compétences numériques pour les femmes. Et les femmes étaient représentées généralement pour sourire et pour présenter la machine un peu comme le téléachat. Donc même à ce moment-là, la femme était remise au second plan et sur le plan de celle qui peut juste présenter et sourire et d'assistanat. Donc aujourd'hui, le numérique, c'est que pour les geeks, pour l'interrogation. Alors c'est un mythe qui a encore la peau dure. Aujourd'hui, si vous prenez cet exemple-là, donc c'est un clip assez connu sur l'ingénieur informaticien qui reprend tous les codes et les stéréotypes clichés qu'on peut avoir sur l'informatique. Aujourd'hui, même moi dans mon entourage et quand j'interviens auprès des jeunes, dès que je cite le mot informatique, on y voit tout de suite le mec aux cheveux gras qui mange des chips toute la journée. Alors oui, il y a toujours ce genre de personnes dans le numérique, mais comme dans n'importe quel secteur d'activité. Et donc, la vision stéréotypée des filières et d'une vision très geek et masculine est encore très présente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal aussi à attirer des femmes parce qu'en fait, on a l'impression que informatique égale ordinateur égale geek égale c'est pas pour moi, et pas d'ouverture. Alors que l'informatique est un secteur qui est diversifié, où il y a énormément d'opportunités et d'emplois et de métiers, et qui est vraiment de plus en plus sur le relationnel. Et puis forcément, les femmes ne peuvent pas s'identifier à ce genre de personnes, et forcément la publicité aussi est à remettre en cause sur ce mythe qui est le numérique, c'est que pour les hommes. Le deuxième mythe, quand on parle d'informatique et des métiers du numérique ou de l'informatique, c'est le fait qu'on y associe toujours « je ne sais pas coder » ou « j'aime pas l'ordinateur ». En fait, je vous l'ai mis tout à l'heure, on a à peu près 800 intitulés de postes dans le numérique. Certains ne demandent pas d'aligner des lignes de code. On est vraiment sur plusieurs métiers qui vont demander de la création, qui vont demander de maqueter un site internet, de penser aux besoins utilisateurs, de tester un site internet, et à aucun moment il y a besoin de savoir coder. Alors, savoir coder pour pouvoir parler à des équipes techniques et pouvoir échanger et savoir ce que ça impacte de changer telle ligne de code ou changer tel processus, ok. Mais par contre, en tout cas, c'est pas une priorité de savoir coder, et les métiers du numérique, de l'informatique ne demandent pas tous de savoir coder. Par contre, le code est important et intéressant pour les plus jeunes aussi, pour apprendre une certaine logique. C'est assez intéressant la programmation informatique pour avoir une certaine logique et apprendre cette logique-là, des exercices logiques sur Scratch par exemple, sur comment j'emboîte, comment je crée un parcours, etc. Donc c'est plus de voir le code comme un bon élément pour d'éducation et pédagogique que juste l'ordinateur et le fait de coder. Et puis, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, on a quand même une importance, une croissance importante et des soft skills, donc des compétences comportementales dans les métiers du numérique. Donc, savoir coder, non, pas forcément. Par contre, une personnalité et des compétences comportementales assises sont importantes, telles que la créativité, être force de proposition, être curieux, parce que, je le dis souvent, mais le numérique et même le code, c'est vivant. Donc, qui dit code, c'est vivant, dit nouvelles innovations, de nouvelles technologies. Donc, demande à ce que être toujours en alerte, toujours être curieux et toujours en veille pour savoir ce qui va se passer demain. Donc, ça demande d'avoir quand même une certaine curiosité et capacité de réadaptation et capacité d'apprentissage permanent. Troisième mythe, qui est plus lié aux femmes et au fait que les femmes, par l'éducation qu'on peut avoir, par rapport à l'éducation genrée qu'on peut avoir, on garde quand même des clichés et on garde quand même des croyances invalidantes et une certaine autocensure. Les femmes osent moins se mettre en avant, osent moins
faire carrière dans des métiers dits prestigieux ou en tout cas sur des filières dites prestigieuses. Donc il y a vraiment aussi le fait que c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas aller vers le numérique. De toute façon, il n'y a pas deux cerveaux, cerveau femme et cerveau homme. On est tous à peu près conçus de la même manière. Donc c'est pas une filière réservée aux hommes, c'est une filière qui est pour tout le monde. Pourquoi féminiser la filière? C'est un enjeu principalement économique. Je vous le disais toujours en début de présentation, on a quand même un enjeu économique, c'est-à-dire que des entreprises qui n'arrivent pas à embaucher et qui n'arrivent pas à trouver les compétences nécessaires pour passer le cap de la transition numérique et la transition digitale. Et donc forcément, elles ratent le train de cette transition-là qui a un impact économique par manque de candidats et par manque de talents. Donc c'est un secteur qui est en croissance, c'est un secteur qui est pénurie de talents. Et donc, forcément, ça a aussi un impact économique important, mais pas dans le bon sens du terme. Oui, c'est en croissance, donc ça peut avoir un impact économique intéressant. Mais par contre, si je n'arrive pas à répondre aux besoins que je peux avoir par manque de compétences, forcément, ça a l'effet inverse. Le deuxième enjeu, c'est sociétal. Je vous le disais toujours en début de présentation, on constate une digitalisation globale de l'économie, le fait que le numérique fait partie intégrante de notre quotidien, ce qui nécessite d'acquérir de nouvelles compétences numériques pour le monde professionnel ou pour le monde privé. Exemple, à l'horizon 2022, on a quand même une dématérialisation des services publics, ce qui veut dire que demain, on va tous devoir passer par le numérique pour faire nos démarches en ligne. Donc, il y a vraiment une nécessité aujourd'hui d'acquérir des compétences numériques de base dans son monde professionnel et aussi dans sa sphère privée. Donc, c'est vraiment un enjeu sociétal aujourd'hui de pouvoir féminiser la filière et pas forcément que la filière, mais de pouvoir avoir des personnes dans le numérique. Et puis, généralement, sur féminiser la filière, c'est aussi un enjeu d'égalité femmes-hommes, d'accès aux droits. Si à un moment, les compétences numériques ne sont pas acquises par les femmes, qui généralement aussi gèrent l'école, gèrent les tâches, gèrent la gestion, etc. Autre sujet sur la partie enjeu sociétal qui est important, c'est le fait qu'aujourd'hui, si des systèmes qu'on utilise sont conçus uniquement par une certaine catégorie de la population, c'est-à-dire que des hommes blancs d'une trentaine d'années issus d'écoles d'ingénieurs, forcément, on va avoir des outils qui répondent à un certain type de population. Et plus on a de diversité dans la population, et plus on a besoin de diversité aussi dans la création de ces outils-là pour éviter des biais. Exemple tout bête, mais la première application pour suivre ces règles a mis très longtemps à venir sur le marché, du fait qu'aujourd'hui, c'était une filière qui manque de femmes. Et donc, forcément, on développe des outils par rapport à nos besoins et par rapport à une certaine manière de penser. Donc, il y a vraiment aujourd'hui besoin d'avoir une certaine mixité dans les métiers du numérique pour éviter ce genre de biais et avoir des outils qui répondent à l'ensemble de nos besoins. Dernier enjeu, c'est un levier de performance. Des études le démontrent très bien, c'est que des équipes mixtes sont 20% plus performantes que des équipes non mixtes. Ça a un intérêt sur le bien-être des salariés. Les salariés se sentent plus utiles et plus épanouis dans des équipes mixtes que dans des équipes non mixtes. Et c'est aussi bénéfique pour la marque employeur de l'entreprise de pouvoir engager des démarches pour pouvoir féminiser sa filière, pour pouvoir engager une démarche inclusive dans son entreprise, etc. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi de performance des entreprises qui font des efforts pour pouvoir avoir des équipes mixtes. Ils voient aussi un intérêt de performance et de productivité au sein de leurs équipes. Rapidement, sur les solutions pour respecter le temps des 45 minutes. Les solutions, alors je les ai dit tout au long de la présentation, sur le fait qu'aujourd'hui, on doit aussi sensibiliser les jeunes filles sur cette filière-là et leur dire oui, c'est aussi fait pour vous. C'est pas une filière qui est réservée qu'aux hommes et que de toute façon, il y a énormément d'opportunités d'emploi pour pouvoir laisser la chance à tout le monde. Donc vraiment, essayer de casser les codes qu'on peut avoir, mais aussi bien sur l'éducation genrée et se dire que le numérique en fait partie aussi. De remettre en avant des femmes, comme je l'ai fait avec Grace, et Eddie, Ada et Margaret, de pouvoir mettre en avant des rôles modèles. Là, aujourd'hui, vous avez par exemple Olivier Ezrati qui prend en photo plusieurs femmes qui travaillent dans le numérique pour casser un peu les codes qu'on peut avoir sur le fait que sur les mecs aux cheveux gras qui mangent des chips toute la journée. C'est souvent l'exemple que je donne, mais c'est assez cliché sur la question du numérique et sur le profil type de personnes exerçant dans le numérique. Et non, en fait, on a énormément de femmes, une diversité de profils dans le numérique et qui ne ressemblent en rien à des geeks.
Justement, pour rebondir sur ce sujet-là, aujourd'hui, une image tirée d'une série assez célèbre, The Big Bang Theory, qui revient sur le quotidien de nerds, et dans lesquels sont aussi représentées des femmes et qui un peu participent et contribuent à cette question des clichés et des stéréotypes. Alors que pourtant, si on prend l'exemple de Deepti Chander, qui est à la tête de l'association Emma, qui œuvre pour la mixité et l'acculturation numérique des jeunes, ou Aurélie Jean, qui travaille sur la vulgarisation autour de l'intelligence artificielle, elle ne ressemble en rien aux comédiennes et aux actrices de The Big Bang Theory. Et puis après, c'est un rôle de chacun de pouvoir agir sur les lignes de la mixité et de la diversité, entreprises, collectivités, écoles, talents, de travailler vraiment de manière collaborative pour faire en sorte de faciliter créer des passerelles et faciliter en tout cas la diversité dans les filières numériques. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Ce qu'il fallait retenir de ces 45 minutes de présentation, en tout cas 30-45 minutes de présentation, c'est que le numérique aujourd'hui impacte nos vies quotidiennes et professionnelles, que c'est devenu vraiment important et même crucial d'acquérir des compétences, que le numérique aujourd'hui a un impact sur nos métiers, les secteurs d'activité et les compétences, et que c'est un secteur qui continue d'évoluer, qui laisse énormément d'opportunités professionnelles à long terme. Les métiers évoluent sans cesse et demandent en tout cas de pouvoir quand même s'y arrêter. Moi, je travaille dans le numérique depuis une dizaine d'années. J'ai déjà fait une dizaine de postes différents parce que le numérique permet ça de rebondir, de tester, expérimenter, de revenir en arrière, d'avancer et de pouvoir en tout cas saisir cette chance-là, en tout cas de pas fermer la porte. C'est vraiment cette idée-là, le numérique peut être nébuleux pour le commun des mortels, mais il y a énormément de structures qui ouvrent facilement leurs portes ou de personnes qui sont assez disponibles pour pouvoir échanger, partager. Nous, chez Estime Numérique, on propose plusieurs actions de présentation des métiers. Ça vous permet aussi de découvrir les métiers du numérique et d'échanger avec des personnes qui travaillent sur ces métiers-là. Posez vos questions, quel est le quotidien et quelle est la face un peu la réalité des métiers et sortir un peu des clichés, des stéréotypes qu'on peut avoir. Et puis enfin, une nécessité d'attirer plus de talents féminins dans la filière informatique et technique. Et dernier point, ça c'est vraiment un conseil que je peux donner à l'ensemble des personnes qui peuvent nous écouter, c'est d'oser. Oser se poser des questions, oser y aller, oser être curieux et curieuse et toujours se dire au pire, qu'est-ce qui se passe? J'y joue pas ma vie. C'est vraiment dommage de se fermer la porte sur un secteur qui est en pleine puissance, en pleine croissance. Et c'est surtout que le numérique, vous ne pourrez pas y échapper, même dans votre sphère privée. Donc, c'est quand même important et même fondamental de pouvoir acquérir un minimum de connaissances et de compétences. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, juste rapidement, pour la partie prochains événements, si ça peut vous intéresser, je vous mets cette slide-là. Chez Estime Numérique, nous organisons des actions mensuelles gratuites, justement pour travailler sur cette question de croyances invalidantes, de stéréotypes, de clichés, de manque de confiance en soi, mais aussi sur des présentations métiers. Et puis, on a un nouvel événement aussi qui arrivera en 2021 d'aide à la prise en main des outils informatiques et lutter un peu sur la fracture numérique. Quelques dates à retenir, l'atelier mixité qui est sur une thématique assez importante en cette période de crise sanitaire, c'est comment concilier sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc, c'est un événement complètement gratuit à distance de 12h30 à 14h pour échanger sur cette question-là de conciliation des temps de vie. Ouvert à tous et à tous, donc n'hésitez pas à vous inscrire ou vous rapprocher de Camille si vous avez des questions. Et le cercle, donc c'est le même principe que l'atelier mixité, mais là on va plus travailler en petits cercles et le but c'est vraiment de travailler sur vos propres problématiques personnelles et individuelles et professionnelles pour vous aider à avancer et à oser, être ce petit coup de boost oser. Et puis un dernier événement que je n'avais pas mis sur la slide puisqu'il a été confirmé il y a très récemment, c'est le 10 décembre prochain à 12h30. Pauline, qui est freelance, viendra partager son expérience de freelance dans les métiers numériques et pouvoir aussi partager son expérience et comment elle concilie sa vie privée et sa vie professionnelle en étant indépendante. Voilà rapidement, moi, ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas s'il y a un temps de questions-réponses qui est prévu et si on a le temps, mais je suis toute oui.
Donc, merci Mélissa pour cette intervention. Il n'y a pas de questions arrivées sur YouTube. Si jamais des questions arrivent, nous les ferons remonter et on répondra dans un délai de 48 heures sur YouTube. Donc, cette conférence venait clôturer le forum entreprise, territoire et métiers 100% numérique. Donc, merci à tous d'avoir suivi nos conférences et de nous avoir suivis pour cette journée un peu inédite.